Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a pas d'assises politiques à l'échelle nationale. Autrement dit, qu'il n'a pas de soutien politique de nous, peuple congolais, qu'il a piétiné et fracassé notre pays. Denis Sassou Nguesso ne tient son pouvoir contre nous, peuple congolais, que grâce à ses soutiens extérieurs, dont France-Afrique. Par ailleurs, la réorganisation géostratégique en cours en Afrique et notamment dans le golfe de Guinée et du bassin du Congo risque de le rendre de plus en plus vulnérable avec ses soutiens extérieurs, dont France-Afrique. Explication. Bon, certains pays sont assis sur la chaise qu'on appelle Sud-Soudan. Alors, les Russes se sont installés sur la chaise qu'on appelle la République centrafricaine. Mais il y a toute la largeur de la table qui semblait inoccupée. Bon, la France était là, mais ça semblait inoccupé. Donc, les Russes arrivent pour s'installer sur ce flanc-là, tout en sachant que les lusophones et les Américains encore sont assis au sud, du côté de l'Angola, et au sud-est, du côté de la Zambie. Donc, lorsque Sergueï Lavrov arrive, il parle au président Sassou. Ils vont réactiver la commission mixte congolo-russe. Dans la foulée, le Cameroun va aller signer un accord presque secret avec le Russe, un accord de défense. Et dans cet accord, ils ont réactivé des vieux accords qui existaient et la Russie va devoir défendre le Cameroun. Or, le Cameroun, c'est quel pays? C'est le pays le plus développé de l'Afrique centrale. C'est le plus grand port de l'Afrique centrale et un des plus grands ports du golfe de Guinée. Les Français qui sont dans les Sahel avec l'opération Barkhane, ils utilisaient le port d'Abidjan pour parvenir jusqu'au Mali et comme on les a chassés du Mali, ils ont utilisé le port d'Abidjan pour aller au Niger. Or, dernièrement, ils ont essayé de passer par le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Ils ont été conspués partout, c'était violent. Donc, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus utiliser le flanc ouest, c'est-à-dire le port d'Abidjan, pour avoir accès au Sahel. Il ne leur restait plus que le flanc est, c'est-à-dire parce que maintenant la base c'est N'Djamena au Tchad, qui est un pays enclavé. Donc, qui contrôle le port de Douala et le Cameroun, contrôle tout ce que les pays occidentaux vont faire sur le Sahel, parce que les matériels militaires rentreront par là. Et apprendre que les Russes aussi arrivent et que les Russes veulent établir un pont depuis le port de Douala, le Cameroun, jusqu'en République centrafricaine, établir un pont, et non seulement jusqu'en République centrafricaine, mais jusqu'au Congo-Brazzaville, lequel pont peut leur permettre de faire venir du matériel lourd en cas de guerre en République démocratique du Congo, et à partir de Douala, arriver en Centrafrique, descendre par le Congo-Brazzaville, atteindre Kinshasa, mais très facilement, utiliser même le fleuve, les Américains ont compris que la récréation, maintenant, c'est terminé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé 3 personnes en Afrique. Ils ont envoyé Madame Greenfield, qui est l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU. Ils ont envoyé Samantha Power, qui est l'administratrice de l'Agence de développement américaine, et Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État américain. Ils se sont répandus en Afrique. Mais la personnalité la plus élevée en grade, qui est le responsable de toutes ces personnes, commence par l'Afrique du Sud, qui est l'antichambre des États-Unis en Afrique. Ils viennent au Congo, qui est la réserve des matières premières des États-Unis en Afrique, pour finir au Rwanda, qui est le mercenaire des États-Unis en Afrique. C'est tout dire. Et Lavrov, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Congo-Brazza, Ouganda. Il va en Ouganda, il parle avec Museveni, et Museveni qui dit « Ah, nous, on ne va pas combattre quelqu'un qui ne nous a jamais fait du mal. Mais notre ambition, c'est de faire une grande zone de libre-échange économique, mais où il n'y aura pas seulement une union économique, mais ça sera aussi une union politique et une union militaire. » Autrement dit que cette bande de tout anglophones, qui dirige toute la région
et de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale. C'est ainsi qu'ils établissent des bases. Souvenez-vous de 22 000 hectares qu'on leur a octroyés au Congo-Brazzaville. Là, le tableau devient de plus en plus clair. On voit dans quelle direction ça s'en va. Donc, les gens se positionnent pour une future guerre en Afrique et dont l'enjeu sera les matières premières de la République démocratique du Congo. Je vous signale que Lavrov a fini en Égypte, un pays très proche des États-Unis, sauf qu'à l'époque de Gamal, l'Égypte a déjà fait une guerre pour le canal de Suez. Ils ont toujours eu une position, je ne dirais pas ambiguë, c'est des velléités de souverainisme dans leur tête. C'est-à-dire, ils se disent, les États-Unis soutiennent l'armée égyptienne, mais l'armée égyptienne peut s'acheter des avions russes. Il y a des velléités d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Et Lavrov l'a compris, il s'est dit, s'il y a un pays où on peut aussi aller bien parler, c'est l'Égypte. Après ce qui s'est passé, où il y a une grande organisation juive qui a été interdite de fonctionner en Russie, la Russie qui a toujours été, d'une certaine manière, proche d'Israël, Israël qui est très proche des États-Unis, c'est-à-dire ils ne s'interdisent rien. Vous avez beau être les amis des Américains, s'ils peuvent aussi parler avec vous, c'est question d'intérêt, c'est question de rapport de force. Donc, ils ont bien choisi leur pays, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Non, ils ont choisi bien leur pays, l'Égypte, les Cameroun, le Congo-Brazzaville, et les États-Unis ont aussi bien choisi leur pays, l'Afrique du Sud, le Congo et le Rwanda, tandis que les autres là, ils vont au Ghana, ils vont partir au Kenya, en tout cas, ils vont s'éparpiller un peu partout. Pendant ce temps, les dirigeants africains, qu'est-ce qu'ils font? Dans la posture d'une jolie femme, très heureuse de se faire draguer par tout le monde. L'esclave utile, en fait. De ce qui précède, je vous confirme que la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso sera au cœur des enjeux géostratégiques entre l'Occident et l'Eurasie, ou plutôt entre la France-Afrique ou les enjeux France-Afrique face à l'Eurasie, Chine, Russie et l'Occident anglo-saxon. Par conséquent, il est de notre droit et devoir des citoyens congolais, tant civils, politiques, intellectuels et militaires, de se préparer à toutes les éventualités géostratégiques en cours de téléchargement dans notre sous-région. Autrement dit, nous devons placer des pions partout. Là où Sassou Nguesso met ses pieds, chez les Russes, nous devons être chez les Russes. Là où Sassou Nguesso met ses pieds chez les Français, nous devons être chez les Français. Là où Sassou Nguesso met ses pieds, ou ses pions, en Chine, nous devons être aussi chez les Chinois. C'est l'enjeu. Mais la chute de Sassou Nguesso est annoncée. Préparons-nous à la restauration en tenant compte de ces enjeux géostratégiques en cours, parce que ces enjeux risquent de perturber toute la sous-région d'Afrique centrale et pour encore de nombreuses années, si on n'en prend pas conscience, et surtout que notre pays est géostratégique. Et j'y reviendrai dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup.